Alors, autre question sur les États-Unis. Qu'a selon vous apporté la théorie du choix rationnel, mais aussi l'école des choix publics, à laquelle vous vous référez quelquefois? On pourra citer Mancour Olson, James Buchanan, Gordon Tullock et Anthony Downs. Oui, ce sont des gens qui, je crois, ont tous apporté beaucoup. Mansour Olson, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait eu le prix Nobel d'économie, sans aucun doute. C'était des gens qui sont tous un peu à cheval, premièrement, sur... Là aussi, c'est une des choses qui m'avait beaucoup frappé dans l'université américaine et qui me frappera ensuite dans l'université britannique. C'est que les frontières disciplinaires sont des petits murets. Hein, c'est les petits murets de l'île d'Ouessant. C'est pas du tout les citadelles que vous avez ici. Toujours, malheureusement. Et alors, tous ces gens-là, ceux que vous citez, étaient tous des gens qui se ressentaient à la fois comme sociologues, comme économistes, comme politistes, et qui ont tous apporté à ces trois disciplines. Mansour Olson est très utilisé par la science politique, mais aussi maintenant, un peu grâce à moi, je veux dire, il est utilisé par les sociologues. Alors, je crois que la théorie du choix rationnel, de manière très simple, la théorie du choix rationnel, c'est une théorie qui tente d'expliquer le comportement humain à partir de la satisfaction des intérêts. Donc j'ai des intérêts, dans un langage un peu moins chargé, je dirais j'ai des préférences, et je cherche les moyens qui sont les meilleurs, les moyens qui me sont disponibles, qui me sont ouverts, et qui sont les meilleurs pour réaliser mes intérêts tels que je les vois. En gros, la théorie du choix rationnel, c'est ça, c'est pas beaucoup plus. Ça peut se décliner, se mettre en équation, mais le principe de base est ça. Bon, il se trouve que cette théorie des choix rationnels a permis d'expliquer un très grand nombre de choses de manière très efficace. Tout simplement parce que dans bien des situations, on peut supposer de manière réaliste que les gens ont des intérêts ou des préférences et qui cherchent à les satisfaire en choisissant les moyens les moins idiots possibles et les moins lourds possibles. Enfin, donc ce modèle, sur bien des sujets, est réaliste. Alors, quelqu'un comme Mansour Olson l'applique pour en tirer des conséquences qu'on n'avait pas facilement tirées avant lui. En ce sens que c'est comme ça qu'il explique, par exemple, ce paradoxe apparent du closed shop, c'est ce qu'on appelle en français le monopole syndical de l'emploi. Le monopole syndical de l'emploi qui a beaucoup existé dans l'univers anglo-saxon jusqu'à Reagan-Thatcher, fait que pour obtenir certains emplois, comme celui de docker à Londres, vous étiez forcé de verser une cotisation syndicale. Alors, avec un certain génie, Mansour Olson se pose la question de savoir comment se fait-il qu'il faut que je force quelqu'un par le paiement d'une cotisation qui ira dans les poches du syndicat et qui aidera le syndicat à faire en sorte que mes conditions de vie s'améliorent. Pourquoi faut-il qu'on me force à faire ce qui est de mon intérêt? Bon, et personne n'avait posé la question de cette forme-là. Sa réponse, c'est une réponse en termes de théorie du choix rationnel. Il dit tout simplement ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans ce genre de situation, qu'un producteur de biens collectifs, qui est un syndicat, va produire des biens du type améliorer la situation, les conditions de travail des syndiqués. C'est un bien collectif en ce sens où chacun va apprécier ça. Ou bien améliorer les salaires d'un groupe. Évidemment, c'est le salarié qui va voir son salaire augmenter va l'apprécier. Alors pourquoi faut-il le forcer? Il faut le forcer tout simplement parce qu'il sait très bien que même s'il ne cotise pas au syndicat, le syndicat va produire ce bien et par conséquent, il pourra en profiter sans en assumer les coûts. Bon, c'est une analyse à la fois très simple. On peut la mettre sous une forme mathématique si on veut. C'est une analyse très simple, mais personne avant lui ne l'avait fait. Et ça permet
d'expliquer un phénomène apparemment paradoxal. Alors il y a d'autres prédécesseurs, il y a des gens comme Jean-Jacques Rousseau qui avaient le même ordre d'idée avant. Donc cette théorie du choix rationnel, elle est importante parce qu'elle explique toutes sortes de faits. J'en ai cité un, mais il y en a beaucoup d'autres. Elle explique, par exemple, des gens comme Buchanan et Tarluck, les gens du choix collectif, ont expliqué, par exemple, de cette manière-là. Aussi, ils ont répondu à une question apparemment naïve, mais pourquoi est-ce qu'on considère la règle de la majorité comme une règle légitime? Pourquoi est-ce que vous considérez comme légitime, si vous n'êtes pas d'accord, de suivre la majorité? Eh bien, les grands hommes, ce sont souvent des gens qui posent des questions que les autres ne posent pas parce qu'ils les considèrent comme familières. Ils y répondent, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais ils y répondent en appliquant la théorie du choix rationnel. C'est-à-dire que quand on a une décision collective à prendre, que vous avez toutes sortes de gens qui sont là, dont vous avez envie de recueillir l'opinion avant de prendre une loi, et ben vous avez plusieurs manières de faire. Vous en prenez un, vous le nommez dictateur, et vous décidez que c'est sa solution qui est la bonne. C'est une solution que les sociétés utilisent, par exemple sur le terrain militaire, parce que là, la décision doit être prise très rapidement. Donc c'est un seul bonhomme qui va décider. Ça sera légitime dans ce contexte-là. En revanche, si vous prenez une loi ordinaire, non. Non, on voudra qu'il y ait un nombre de maximum de gens qui soient d'accord, mais qu'en plus, ça ne prenne pas un temps fou pour avoir l'accord. Or, si vous exigez l'unanimité, ça va prendre un temps fou. Donc, la règle de la majorité, c'est le pis-aller, en quelque sorte. Mais vous voyez, pour le démontrer, on peut le démontrer de manière mathématique aussi, si on veut, mais c'est une application de la théorie. Alors, il y a une foule d'applications de la théorie du choix rationnel. Et puis alors, juste un mot là-dessus, les Américains ne sont pas les premiers à avoir inventé ça. Il y a des gens qu'on appelle, dont les noms sont bien connus, par exemple, je pense à Pascal avec son fameux Paris, il applique ça à la religion, lui. La Rochefoucauld a passé son temps à essayer d'expliquer que si vous voulez expliquer le comportement des gens, il faut en faire l'effet de l'amour-propre, c'est-à-dire l'effet du fait que les gens essaient de suivre. Bon, donc c'est un grand mouvement de pensée. Alors, ce qui est faux, c'est de croire, à mon sens, mais là, je n'ai pas réussi à faire passer l'idée complètement, hein, même aux États-Unis, et même chez des amis hollandais ou allemands, qui croient toujours un petit peu comme la théorie du choix rationnel est très efficace. Deuxièmement, qu'elle permet souvent une mise en forme mathématique. Il y a beaucoup de gens sérieux, des sociologues extrêmement sérieux, qui pensent qu'on ne peut pas aller au-delà. Alors moi, je pense qu'on peut aller au-delà. Et qu'il faut avoir une théorie beaucoup plus ouverte de la rationalité, et qu'à ce moment-là, on peut expliquer un certain nombre de phénomènes. Avec cette théorie du choix rationnel, vous ne pouvez pas expliquer l'adhésion aux croyances religieuses, par exemple. C'est pour ça que j'ai consacré beaucoup de papiers à essayer d'étendre. Je crois qu'un des grands problèmes des sciences sociales d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une théorie de la rationalité beaucoup plus ouverte que cette théorie du choix rationnel. Il y a des économistes d'ailleurs qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à Amartya Sen, il a écrit un gros bouquin très difficile que personne ne lit, qui a été traduit en français par Odile Jacob, chez Odile Jacob. C'est un bouquin vraiment assez trapu, mais l'idée de base, si on simplifie beaucoup, son idée de base, c'est qu'il faut mettre ensemble la tradition de la benthamienne, la tradition de la recherche de l'intérêt, si vous voulez, et puis la tradition kantienne. Ah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mettre les deux ensemble.